Dans ce cours, nous allons faire très souvent référence à la notion de modèle pour désigner un système structuré de connaissances permettant de décrire, de comprendre et d'expliquer un phénomène, en l'occurrence ici l'apprentissage. Remarquons que la notion de modèle est loin d'être réservée à la psychologie ou aux sciences de l'éducation. Elle est largement utilisée tout autant dans les sciences exactes que dans les sciences de la nature ou les sciences du vivant. Ainsi, on parle de modèle en physique, en chimie, en biologie. Par contre, la notion de théorie est généralement réservée à certaines disciplines comme la physique ou les mathématiques, car il s'agit dans ce cas de fournir une explication à caractère universel, à laquelle ne peuvent prétendre les disciplines comme la pédagogie ou la psychologie. En sciences humaines, la connaissance que l'on a des phénomènes n'a donc pas la valeur universelle qui caractérise les sciences exactes. Tout fait, même démontré à travers des méthodes d'investigation rigoureuses, n'a de sens qu'à travers l'interprétation qu'il recevra à l'intérieur d'un système structuré de connaissances, que l'on désigne par le terme modèle. C'est donc sur la notion de modèle que nous appuierons dans ce cours, en insistant sur le caractère relatif de l'explication apportée aux phénomènes liés à l'apprentissage. En effet, comme vous aurez tout le loisir de le constater dans le déroulement de ce cours, la compréhension des phénomènes d'apprentissage a évolué au fur et à mesure du temps. Et les concepts qui avaient la cote hier ne l'ont plus nécessairement aujourd'hui. Une autre caractéristique importante attachée à la notion de modèle relève du fait que cette notion repose sur des hypothèses qui, en principe, doivent être clairement explicitées pour assurer la validité des conclusions qui seront tirées sur la base du modèle considéré. Par exemple, on s'accorde généralement sur le fait que le modèle behavioriste repose sur l'idée d'accumulation des connaissances, à la manière dont on bâtit un mur, brique après brique, alors que d'autres modèles, le modèle constructiviste, par exemple, met davantage l'accent sur la restructuration des connaissances. Toute connaissance nouvelle étant le résultat de la restructuration des connaissances déjà acquises, qui serviront de support aux nouveaux apprentissages. Un modèle est donc un système d'explication d'une réalité qui repose sur certains présupposés, certaines hypothèses. Par exemple, l'idée que l'apprentissage implique une construction active de la part du sujet qui apprend a donné lieu à une appréhension radicalement différente des phénomènes d'apprentissage, et a engendré la naissance de nouveaux modèles qui tranchaient radicalement par rapport à la manière dont l'apprentissage était compris jusqu'alors. Comme nous venons de le souligner, la connaissance des modèles d'apprentissage nous aide à comprendre comment se déroule l'apprentissage. Mais elle nous permet également de concevoir des actions et des dispositifs de formation plus cohérents et plus efficaces. Les modèles d'apprentissage dont nous traiterons dans cette unité concernent ce qu'on peut appeler l'ère moderne des théories de l'apprentissage. Ainsi, les premiers travaux auxquels nous ferons référence remontent à la fin du XIXe siècle. Sans nier l'apport des grands philosophes de l'Antiquité comme Platon ou Socrate, ou encore des théoriciens de la pédagogie du XVIIIe et XIXe siècle, tels que Comenius, Rousseau, Pestalozzi, nous considérons que ces travaux, malgré l'impact qu'ils ont pu avoir sur les conceptions pédagogiques en vigueur à l'époque, ne conduisent pas à un ensemble de connaissances constituées sous la forme d'un modèle. Dans ce cours, nous considérons les 6 grands modèles qui structurent les conceptions modernes par rapport à l'apprentissage, à savoir le behaviorisme, le néo-behaviorisme, le gestaltisme, le cognitivisme, le constructivisme et le néoconstructivisme. Parallèlement à ces 6 modèles de l'apprentissage dont nous venons de parler, nous traiterons aussi dans ce cours de certains modèles de l'enseignement. La distinction entre modèle d'apprentissage et modèle d'enseignement tient essentiellement au fait que dans le premier cas, on s'intéressera en priorité à expliquer et à décrire les démarches d'apprentissage mises en œuvre par l'apprenant pour acquérir de nouvelles connaissances, alors que dans le second, on s'attachera à présenter les manières efficaces d'enseigner afin de faciliter l'acquisition de ces connaissances par l'apprenant. Dans certains cas, un modèle d'enseignement est directement inspiré par un modèle de l'apprentissage. C'est ce qu'on observe notamment à propos des modèles behavioristes et néo-behavioristes. Ainsi, le behaviorisme est au départ typiquement un modèle d'apprentissage fondé sur une démarche expérimentale très stricte, basée sur des études réalisées chez l'animal. Le chien chez Pavlov, le chat chez Thorndike, la souris ou le pigeon chez Skinner. Par la suite, sous l'impulsion notamment de Skinner, de cette théorie de l'apprentissage est né un modèle de l'enseignement sans erreur, qui a notamment été exploité dans le cadre de l'enseignement programmé. L'exemple du behaviorisme illustre la situation où une théorie de l'enseignement a une théorie de l'apprentissage pour fondement. Ce n'est toutefois pas toujours le cas. Par exemple, la pédagogie de la maîtrise n'est pas strictement fondée sur un modèle d'apprentissage particulier, mais elle est influencée par plusieurs modèles, notamment le modèle néo-behavioriste et le cognitivisme, qu'elle s'efforce d'intégrer pour formuler des propositions cohérentes en vue de rendre l'enseignement plus efficace. Comme l'illustre le schéma présenté, la plupart des modèles d'enseignement qui seront étudiés dans ce cours sont influencés par plusieurs modèles d'apprentissage. C'est le cas de l'enseignement direct, de l'enseignement par imitation ou de la pédagogie par découverte.
alors que l'éducation cognitive met essentiellement en œuvre les idées développées dans le cadre du modèle cognitiviste. Pour expliquer l'apprentissage, les modèles que nous étudierons feront appel à deux catégories de facteurs. Des facteurs internes à l'individu et des facteurs externes, principalement issus de l'environnement ou du milieu. Parmi les facteurs internes qui influencent l'apprentissage, certains sont liés à l'hérédité, alors que d'autres sont acquis par l'individu tout au long de sa vie. Aujourd'hui, la plupart des auteurs s'accordent sur l'idée que le développement de l'individu implique une interaction étroite entre inné et acquis. La génétique fournit le plan de l'organisation cérébrale de base, à partir de laquelle l'environnement va favoriser le développement de certaines capacités et en inhiber d'autres. Le début du XXe siècle a néanmoins été marqué par une forte tension entre deux approches. La première issue des travaux des chercheurs américains Watson et Thorndike et du chercheur soviétique Pavlov est connue sous l'appellation behaviorisme ou comportementalisme. La seconde trouve sa source dans les travaux de chercheurs se revendiquant de la psychologie de la forme, aussi appelée gestaltisme, qui, à partir de leurs expériences sur la perception, ont mis en évidence un certain nombre de principes qui régissent l'apprentissage humain. Comme nous le verrons, entre ces deux courants, les sujets d'opposition n'ont pas manqué, en particulier en ce qui concerne les méthodologies de recherche mobilisées. Les behavioristes se refusant de prendre en compte tout élément qui ne serait pas observable, et les tenants de la psychologie de la forme revendiquant le droit de faire appel à des méthodes s'intéressant aux mécanismes mentaux internes, qui par nature ne sont pas directement observables. Un autre point d'achoppement entre behavioristes et gestaltistes concerne l'origine de l'apprentissage. Pour les behavioristes, l'origine de l'apprentissage est à trouver dans l'environnement. C'est l'environnement qui modèle et construit le comportement de l'individu, alors que pour les gestaltistes, certains éléments innés, appelés bonnes formes, peuvent avoir un effet direct sur le comportement de l'individu. Dans le débat entre inné et acquis, de nombreuses voix se sont fait entendre depuis les oppositions entre behavioristes et gestaltistes. Ainsi, les socioconstructivistes, pour lesquels les éléments innés ne sont guère intéressants, affirment que ce qui compte, c'est le modelage par l'environnement, en particulier l'environnement social et culturel. Piaget, en tant que constructiviste, adopte, pour sa part, une position intermédiaire, en reconnaissant que certains acquis de base peuvent exister, mais en insistant sur le fait que ce qui est important, c'est d'accompagner leur développement, en tenant compte d'un processus de maturation sur lequel il est fort difficile d'intervenir directement. C'est à participer à ces débats d'idées qui ont jalonné le siècle dernier, et qui se prolongent jusqu'aujourd'hui, que nous vous invitons dans ce cours, tout en n'oubliant pas que l'intérêt de ces modèles dépend non seulement de leur valeur heuristique, mais surtout de leur capacité à générer des pratiques pédagogiques susceptibles d'améliorer l'apprentissage. C'est donc entre théorisation et exemples pratiques que nous tenterons de cheminer dans l'itinéraire qui vous est proposé pour les 5 prochaines semaines de ce cours.